Chers amis, bienvenue sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des entreprises industrielles. Ça fait maintenant bientôt une dizaine d'années qu'on a lancé ce podcast avec un peu plus de 200-250 invités, si ma mémoire est bonne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Boris Lombard. Boris, est-ce que tu peux déjà commencer peut-être par te présenter ? Bonjour Karim, puisque le podcast est consacré à l'industrie, j'ai passé une trentaine d'années dans l'industrie dans plusieurs pays, mais j'ai effectivement tour à tour travaillé en France, en Italie, en Allemagne, et puis beaucoup à l'export aussi, en Chine, en Inde, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Afrique, avec une dimension allemande très forte sur les deux dernières décennies, puisque j'ai travaillé pour deux entreprises allemandes dans le domaine des pompes et de la robinetterie industrielle. D'accord. Donc l'industrie, on va dire l'industrie lourde, dans le sens la bonne vieille industrie, comme on l'aime ici sur Industrial Growth. L'industrie mécanique. L'industrie mécanique, c'est ça. Quel rôle tu as tenu dans ces entreprises-là ? Tu as pu avoir différentes fonctions dans ces boîtes ? Oui, alors des rôles de direction, évidemment, des rôles régionaux, mais aussi des rôles de division, patron de division. Mon dernier job était une responsabilité de patron de la division monde pour la robinetterie dans un grand groupe allemand. Donc effectivement, des rôles qui m'ont amené à toucher de près ce qu'est l'industrie au plan international et notamment dans plusieurs pays, puisque aujourd'hui l'industrie ne se conçoit que dans un cadre global, avec bien souvent une implantation industrielle dans plusieurs pays sur différents continents. Comment tu es arrivé à l'industrie ? C'était une vocation ? C'est quelque chose qui t'a toujours animé ou comment tu es tombé là-dedans ? Alors un peu par hasard, pour être très honnête, j'ai commencé par travailler pour une entreprise qui était basée dans la Drôme, qui était un leader dans le domaine du marquage international, et je suis parti en VSN au Mexique. Donc je dirais que c'est l'occasion qui a fait le larron. Je n'avais pas nécessairement une prédilection à l'origine pour l'industrie. T'as pas un parcours d'ingénieur, je veux dire. Je suis ingénieur de effectivement, formation. Okay. De formation. J'ai fait un MBA par la suite. Et donc, il était clair pour moi que je devais combiner à la fois mes compétences techniques et mes compétences de management d'entreprise. J'aurais pu l'exercer dans différents secteurs, mais c'est vrai que je suis parti dans l'industrie manufacturière un peu par hasard ou par opportunité. C'était davantage la destination vers l'Amérique latine qui m'attirait à l'époque que nécessairement le secteur, mais j'avais trouvé une très belle boîte, je dois dire. Et j'ai passé 12 ans et je m'y suis épanoui à plein. Et c'est vrai que j'ai découvert un secteur, le secteur de l'industrie, qui est un secteur formidable parce qu'il agrège différents types d'individus, de qualifications autour de projets communs dans lesquels tout le monde a son rôle et tout le monde a son importance, de l'opérateur d'usine jusqu'au patron de l'unité. Et je trouve que c'est un des aspects formidables qu'on ne répète pas assez souvent dans l'industrie. L'industrie a longtemps souffert d'une image d'Épinal. On pense aux usines qui fument quand on parle d'usines, on pense à Zola. Aujourd'hui, l'industrie, c'est très moderne. Et ce sont des métiers très divers, très variés, avec des passerelles aussi assez intéressantes, je le dis pour les jeunes qui nous écoutent. Et donc, c'est un secteur dans lequel il ne faut pas hésiter à s'investir. Alors, moi, dans ce que tu viens de dire, sur l'Indus, moi, je partage ton point de vue, mais il y a un truc intéressant dans ce que tu as dit sur l'international. Tu es parti très tôt, toi, au Mexique, sur une première expérience de VSN. Je crois que c'est l'ancêtre du VIE, si je ne dis pas de bêtises, ça doit s'appeler VIE. Absolument. À l'époque, le service militaire était obligatoire, donc c'était une manière de commencer sa carrière. C'était d'ailleurs très astucieux comme procédé, de commencer sa carrière à l'international pour une entreprise française. Et donc de développer le commerce extérieur tout en se créant une première expérience très intéressante, très enrichissante, à la fois sur le plan professionnel et sur le plan culturel. Donc toi, tu es tombé très vite dans le côté international de l'industrie, parce qu'il y a différents types d'industries. Il y a beaucoup de boîtes qui sont aussi dans un fonctionnement en France en sous-traitance. Je pense à des petites PME qui vont travailler pour des donneurs d'ordre avec on va dire un bassin très franco-français, très local.
Toi, au contraire, tu es très vite rentré dans des boîtes qui avaient une dimension déjà internationale, avec un développement à l'international. C'est quoi ton regard, là, pour y avoir passé quelques années dans des boîtes internationales, ton regard sur, on va dire, la culture française par rapport au fait d'aller à l'export, d'aller à l'international, versus ce que tu as peut-être pu observer chez tes employeurs allemands, par exemple, ou autres? Alors, ce que je peux dire, c'est que la France souffre d'un déficit d'international. C'est dû, je crois, essentiellement à deux facteurs. Un, la taille des entreprises françaises, ce sont souvent des PME, et donc elles se concentrent essentiellement sur leur marché immédiat, c'est-à-dire ce qu'elles ont à proximité, avec une culture de l'export qui est perfectible, alors que lorsque on se rend en Italie ou en Allemagne, on a déjà affaire à ce qu'on appelle des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, entre 50 millions d'euros et 1,5 milliard de chiffre d'affaires, et ce sont de par leur taille, de par leur structure, des entreprises qui sont effectivement extrêmement dévolues à l'international. Donc il y a une culture de l'international beaucoup plus forte, d'une manière générale, hein. En Allemagne et en Italie. Je dirais aussi que la France est assez rétive aux langues étrangères. En tout cas, c'est l'image que l'on peut donner à l'extérieur. Et c'est le premier pas pour aller à l'international. Moi, c'est ce qui m'a attiré. Je suis un passionné de langue, très honnêtement, et de culture. Donc, c'est ce qui m'a poussé à la fois à faire des études en partie en Allemagne et en Espagne, et puis à sauter l'Atlantique pour cette première mission. Alors ça c'est une question vraiment naïve de ma part, hein. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence aussi culturelle dans les ambitions? Je veux dire, est-ce que, par exemple, le dirigeant industriel français, est-ce qu'il serait moins ambitieux en termes d'expansion internationale euh, par rapport à, par exemple, à un Allemand ou un Italien ou un Américain? Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé, sans faire de généralité, mais est-ce qu'il y a une différence culturelle par rapport à ça, on va dire, dans la façon dont on se voit, dont on se projette en termes d'ambition, parce qu'on a parfois l'impression qu'en France, c'est pas hyper bien vu d'être ambitieux. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as observé, ou est-ce que, au contraire, Non, j'ai souvent croisé des patrons d'entreprise qui étaient battants, qui étaient ok, optimistes, qui, contre vents et marées, dans une situation parfois compliquée en France, continuaient à développer leur entreprise et avaient envie justement de se développer à l'international. Mais la nature du tissu industriel français fait que ça c'est est difficile. telle elle est composée de grandes entreprises, donc là qui pour le coup sont des multinationales, et de PME qui ont des difficultés à passer le cap. Et finalement, un des échecs français, c'est de ne pas avoir réussi À faire plus à de TI. transformer ces PME en ETI. Et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui qu'on a souffert d'une grande vague de désindustrialisation pendant 40 ans. Nous avons perdu plus de 2 millions d'emplois industriels, 2 millions d'eux pour être précis. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'on est industriel en France, c'est très difficile d'avoir autour de soi un écosystème de clients et de fournisseurs qui est une première base pour croître, qui peut être un premier point d'appui pour aller à l'international. Donc, on est dans une situation structurellement plus C'est difficile plus difficile d'y aller, hein. que nos voisins italiens et allemands. Je voudrais rappeler ici rapidement que l'industrie manufacturière, ça pèse entre 9 et 10% du PIB en France, c'est 19% en Allemagne, c'est 16% en Italie. Nous sommes au niveau de la Grèce. Quand on regarde la part de l'industrie dans notre économie, c'est dire que si la désindustrialisation C'est important. a été délétère pour le pays, et je crois que tout le monde en souffre. Alors, l'idée de l'épisode aujourd'hui, merci en tout cas pour cette réponse. L'idée de l'épisode aujourd'hui, c'était de profiter un peu ton regard ou ton expérience sur cette double culture aussi franco-allemande, et sur le fait que tu connais bien aussi l'industrie européenne, notamment l'Allemagne et l'Italie que tu as cité. Euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que le géant allemand qu'on voyait comme intouchable, est-ce qu'il est devenu un peu plus fragile? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, deux choses. Effectivement, le modèle économique allemand est fragilisé, mais l'Allemagne, c'est le deuxième point, a tout de même des ressorts importants et une industrie encore très forte. Alors, pourquoi le modèle économique allemand a été fragilisé? Parce que
Il était basé sur deux dépendances, une dépendance au gaz russe, à une énergie bon marché. Je rappelle que l'on payait le gaz russe à peu près 20 euros du mégawattheure. Il s'est envolé, il est revenu à des prix beaucoup plus raisonnables depuis, mais il s'est envolé notamment en 2022. Et puis, une industrie très exportatrice. L'année dernière, l'excédent allemand, c'est 240 milliards d'euros. Donc, ça reste un pays qui exporte beaucoup et qui dépend fortement de ses exportations. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? La guerre en Ukraine nous a précipité vers un monde dans lequel on ne peut plus compter sur la disponibilité du gaz russe. Et puis, on a une logique de bloc qui est pas nouvelle. On a une logique de régionalisation des chaînes de valeur qui va en s'accélérant depuis maintenant une dizaine d'années. Pour des motifs qui n'étaient pas des motifs géopolitiques nécessairement au départ, mais qui s'accélèrent sous la vague de protectionnisme que l'on voit surgir aujourd'hui et qui effectivement compromet à la fois le logiciel ou le modèle économique allemand, mais d'une manière générale le logiciel de l'Union européenne, qui est un espace économique fondé sur la mondialisation heureuse, en quelque sorte, qui aujourd'hui est mise à mal aux États-Unis depuis Barack Obama. Les premiers signes de America First, ils viennent d'Obama. Ça s'est accéléré avec Biden et l'IRA, et aujourd'hui avec la politique de taxes douanières, de tarifs, ça devient beaucoup plus exacerbé sous Trump, mais c'est une tendance qu'on avait vu venir. Et puis de l'autre côté, une Chine qui est devenue beaucoup plus forte, qui a pris le leadership technique sur un certain nombre de secteurs. On pourrait citer les panneaux solaires par exemple, les énergies renouvelables d'une manière générale, ou bien les batteries et l'automobile. Et donc le logiciel européen, qui est difficile à changer parce que nous sommes 27, a du mal à se mettre au diapason de ce nouveau monde qui change. Et c'est vrai que l'Allemagne souffre au premier plan, mais derrière l'Allemagne, tous les pays européens. Je voudrais aussi rappeler que l'Allemagne, c'est le premier fournisseur et le premier client de la France, et que dès que l'Allemagne s'enrhume, la France tousse. Nos économies sont extrêmement liées. On a vu d'ailleurs des fermetures d'usines en France très récemment, dans le secteur automobile, qui sont en lien direct avec les suppressions d'emplois que l'on a vu aussi chez les majors, qu'il s'agisse de constructeurs ou de sous-traitants chez les majors de l'automobile en Allemagne. Cela dit, l'Allemagne a tout de même une position encore très forte. Son tissu industriel, et c'est un des atouts indéniables du pays, est composé d'entreprises de taille intermédiaire familiales qui se sont souvent développées sur 3, 4, 5 générations. Il n'est pas rare de voir des entreprises qui sont nées au 19e siècle en Allemagne et qui existent aujourd'hui, qui ont traversé tous les conflits de l'Europe, toutes les tempêtes que l'on peut imaginer, qui sont très souvent très bien gérées, avec très peu de dettes, qui sont innovantes et qui ont encore beaucoup de ressorts pour faire face à ces changements. Il faut juste qu'elles s'adaptent dans un monde dans lequel on ne peut plus concevoir l'économie en exportant depuis son pays d'origine. Il faut régionaliser les chaînes de valeur, produire en Chine pour la Chine, produire aux États-Unis pour les USA. C'est d'ailleurs, ce sont des décisions que bon nombre d'entreprises allemandes, celles pour lesquelles j'ai travaillé dans le passé, ont prises déjà depuis de nombreuses années. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et il faut que ça aille en s'accélérant pour éviter justement d'avoir ce type de vulnérabilité telles qu'elles peuvent s'exprimer aujourd'hui. Donc là, ce que tu dis, ça veut dire aussi que la France et l'Allemagne, qui reste quand même souvent le moteur un peu on va dire de l'Europe, hein, c'est le couple franco-allemand. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la géopolitique, mais c'est ce qu'on entend en tout cas. Ça veut dire que là, on a quand même un destin qui est lié, même si la France est moins industrialisée, est un peu en retard, même beaucoup en retard par rapport à l'Allemagne. Si l'Allemagne doit régionaliser, ça ne peut pas se faire au niveau uniquement d'Allemagne. On va être obligé à un moment donné de travailler au niveau européen. Et c'est là qu'il y a quelque chose à faire ensemble, non? C'est un peu ce que tu dis? Alors, nos destins sont effectivement extrêmement liés, les économies sont extrêmement imbriquées. L'Allemagne, c'est le premier investisseur, par exemple, en France, en termes de projets industriels, et c'est le premier client de la France. Donc, nous avons besoin
effectivement d'une Allemagne saine, mais on ne peut pas comparer la situation allemande et la situation française. Notre situation est beaucoup plus fragile que la situation allemande. Je voudrais quand même rappeler que les Allemands ont des finances publiques extrêmement saines, qu'ils ont payé le prix pour cela. À l'époque de l'agenda 2010 de Schröder, en faisant des coupes assez drastiques dans les prestations sociales en Allemagne. Et donc cet effort-là a permis à l'Allemagne de repartir sur de meilleures bases et aujourd'hui d'être sur une économie beaucoup plus solide. Deuxièmement, l'industrie allemande s'est toujours maintenue de par sa structure. Je pense que cette structure d'une myriade d'entreprises familiales qui couvrent l'ensemble du pays, qui sont extrêmement bien réparties sur l'ensemble du territoire, a été un garde-fou contre les velléités possibles de la désindustrialisation, parce qu'elles sont extrêmement ancrées dans leur territoire. Et pour les familles, parce que ce sont des entreprises familiales qui détiennent ces entreprises, délocaliser était impensable. C'était impensable de croiser le samedi matin sur le marché ses propres employés, leur expliquer que l'usine allait partir ailleurs. Donc il y a un ancrage territorial extrêmement fort, extrêmement solide. Nous, en France, nous avions des grands groupes beaucoup plus dépersonnalisés, beaucoup moins ancrés dans un territoire. Et donc, l'industrie est partie à l'étranger de manière beaucoup plus facile. Donc l'histoire est complètement différente, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des asymétries très fortes entre Allemagne et France. Et c'est pour ça que d'ailleurs, une partie des politiques européennes qui sont mises en place, je pense aux recommandations du rapport Draghi, sont valables pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Italie. Mais la France a besoin également de mesures spécifiques, tant sa situation est singulière en Europe. Nous avons un déficit commercial de 80 milliards d'euros. Je voudrais quand même rappeler que l'Europe est excédentaire du point de vue de sa balance commerciale. Donc, les difficultés françaises ne sont pas les difficultés européennes. Et nous nous sommes mis tout seuls dans le corner, pour dire les choses très franchement. Donc, il faut que le remède administré à la situation française soit également très spécifique et différent et assez différent de la situation en Allemagne. Alors, là, on parle de géopolitique, d'économie, on est sur un point de vue macro. Si on redescend à un point de vue micro, et notamment au niveau de l'entrepreneur, de l'entreprise industrielle aujourd'hui, c'est quoi les leviers qu'on a? Parce qu'on ne va pas toujours attendre après l'État et après à ce que nos politiques prennent les bonnes décisions, même si ça devrait aider. En tant que dirigeant industriel, une boîte industrielle aujourd'hui qui est une belle ETI, qu'est-ce qu'elle a comme levier justement de son côté pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice et de survivre dans tout ça? Il y a, je crois, des efforts à faire en termes de productivité. Je crois que l'intelligence artificielle peut être un formidable levier de gain d'efficience et de productivité qu'il ne faut pas négliger parce que les entreprises américaines, les entreprises chinoises s'en saisissent. Donc, si on n'investit pas le terrain de l'intelligence artificielle. Je ne parle pas des modèles de langage dont on parle beaucoup, mais véritablement d'une intelligence artificielle appliquée, industrielle, etc. C'est absolument nécessaire. Elle est utilisée de manière extrêmement parcimonieuse pour l'instant dans l'industrie. Il faut que véritablement on s'empare du sujet parce que je pense qu'il y a des réservoirs importants de productivité dans ce domaine. C'est l'innovation. Parce que on ne peut pas concevoir de nouveaux produits, on ne peut pas se différencier alors qu'on a une structure de coûts très élevée en France, autrement que par des produits innovants et de qualité, et par une montée en gamme dont on parle depuis longtemps, mais que lorsqu'on regarde la part dévolue à l'innovation en France, c'est 2,2% du PIB. C'est 3,1% en Allemagne, c'est 5% pratiquement en Corée. Donc, on voit l'écart par rapport aux pays qui sont en tête d'un point de vue technologique. Il faut qu'on puisse innover davantage. Donc, ça, ce sont des ressorts qui sont véritablement dans les mains des chefs d'entreprise. Et puis, il y a un aspect lié à la souveraineté, évidemment. On a vu pendant le Covid à quel point on pouvait être fragilisé par des dépendances
à des fournisseurs qui se trouvaient sur d'autres continents, en Chine par exemple. Donc on revient là à la nécessité de régionaliser les chaînes de valeur, parce que c'est ce qui nous permet aussi de décarboner, puisque plus les circuits sont courts, plus évidemment on est susceptible d'avoir un impact plus neutre en termes de CO2. Mais il y a un vrai besoin néanmoins de support de la puissance publique. Aujourd'hui, la difficulté qu'ont les industriels, c'est qu'on est dans un monde sans croissance. La croissance ne peut venir que des gains de productivité. Démographiquement, l'Europe va perdre d'ici 2040 à peu près 2 millions d'actifs. Donc, de toute façon, on est sur une population décroissante. Et donc, on a à un moment où on doit en plus investir à la fois dans l'IA, j'en parlais, et à la fois dans la décarbonation. Donc, on se retrouve dans un espèce d'effet de ciseau qui est un peu difficile à gérer, avec une situation de moins en moins facile, de plus en plus incertaine, de plus en plus mouvante au niveau international. Et je pense là que c'est d'ailleurs, ça fait partie des recommandations publiées par le METI, qui sont assez intéressantes dans le domaine de l'industrie. 12 leviers. Tu peux préciser le METI ? C'est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire qui vient de sortir un rapport sous l'égide d'Olivier Luanzi, qui est très intéressant, qu'il faut lire, avec 12 leviers et qui finalement, si je dois les résumer, ces leviers sont liés à la déréglementation. On souffre d'une réglementation trop importante qui empêche l'initiative, qui ralentit les entreprises, qui fait que l'on consacre parfois des équipes de R&D non pas au développement de nouveaux produits, mais à l'étude de nouvelles normes. Donc il y a un aspect normatif très important. Ça c'est des choses que tu as vécues toi en tant que dirigeant, cette oui, bien évidemment. C'est des freins que tu as bien évidemment. rencontrés. Bien évidemment, quand on met tout bout à bout, l'Europe est un logiciel de libre-échange commercial sur lequel on a encapsulé un carcan normatif extrêmement important. Et à ce carcan normatif s'ajoutent les normes locales, et donc ça devient inextricable. Il faut consacrer des ressources importantes à cette question-là. C'est ce que tu disais, quand tu innoves, ton service R&D, il passe aussi le 3/4 de son temps à essayer de démêler les réglementations et le respect des réglementations, quoi. Quand les réglementations sont techniques, qui est à même de les analyser dans une entreprise ? Souvent, c'est le bureau d'études sur les ETI ou les PME. Je ne parle pas là des grandes entreprises qui sont beaucoup plus structurées, qui peuvent faire face à ce type de normes de manière beaucoup plus facile. Donc ça devient véritablement un point important. Il y a tout un aspect lié au foncier, évidemment, parce qu'il y a des projets qui devraient voir le jour et à des décisions beaucoup plus décentralisées. Il y a un aspect évidemment important qui est lié dans le futur au coût de l'énergie. Nous n'avons pas une visibilité très forte sur l'énergie. Nous avons la chance en France d'avoir une énergie décarbonée. 97% de l'électricité que nous livre EDF est décarbonée, de fait. Donc c'est un des rares, si ce n'est peut-être le dernier avantage compétitif que l'on a en France. Mais quant à l'avenir, point d'interrogation, puisque les usages vont s'électrifier. RTE parie sur une croissance de moins 40% de notre consommation électrique d'ici 2050. Il faut avoir de nouvelles capacités. Et aujourd'hui, on constate que les programmes qui sont annoncés de PR vont être très onéreux. On parle de 80 ou 100 milliards d'euros. On ne sait pas très bien comment on va les financer. Et on ne sait pas à quel prix l'électricité va sortir de ces centrales-là. On parle parfois de plus de 100 euros du mégawattheure, alors qu'il faudrait qu'on soit plutôt sur les 50 euros pour être compétitif. Donc là, on a un vrai souci de programmation dans lequel l'État doit jouer son rôle. Et c'est important. On a besoin également de sécurisation au niveau des matières premières. Ça, c'est davantage un enjeu européen. En gros, dans l'industrie, l'énergie, c'est
c'est effectivement notre sang ou notre oxygène et l'alimentation des entreprises. Ce sont les matières premières. Nous sommes dans des industries de transformation. Donc, on a besoin de sécuriser à la fois l'accès à l'énergie et à la fois l'accès aux matières premières, ce qui est compliqué aujourd'hui. Et on voit que c'est un levier de négociation, notamment pour la Chine. On l'a vu dans les négociations entre les États-Unis et la Chine récemment, puisque 90% des terres rares, dont on a énormément besoin, notamment dans les aimants pour l'électrification des usages, 90% de ces terres rares sont raffinées aujourd'hui en Chine. Donc là, il y a un environnement à sécuriser pour que les entreprises aient plus de visibilité dans un monde très incertain, mais et tout de même des points d'ancrage fondamentaux sur lesquels s'appuyer. Donc effectivement, on ne peut pas toujours se tourner vers la puissance publique et demander de l'aide, mais on a besoin tout de même d'un environnement qui soit favorable dans une situation qui devient de plus en plus compliquée pour les industriels, encore plus en France que dans les autres pays européens. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frappant. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de plan, en fait. Je pense que ce n'est pas qu'une impression. Il n'y a pas vraiment de grand plan autour de l'industrie. Ça fait des années qu'on parle de réindustrialiser. Ça fait des années que ce constat là que tu viens de faire, on l'entend. Enfin, en tout cas, moi, je l'entends depuis que je travaille avec des industriels. Il n'y a pas de plan, en fait, aujourd'hui. C'est un peu l'impression qu'on a, non ? Alors, il y a eu tout de même des efforts de fait, parce qu'on a stoppé la désindustrialisation. Tu penses que vraiment ça s'est arrêté aujourd'hui et que... On est sur une espèce de faux plat, c'est-à-dire qu'on a arrêté de descendre, on avait perdu 2,2 millions d'emplois en 40 ans, et depuis 2017, on a créé 100 000 emplois. Okay. Avec beaucoup d'efforts déployés d'ailleurs, une politique beaucoup plus pro-business, des sommets, je pense à Choose France, destinés à attirer les investissements. La France est d'ailleurs le pays sur les 5 dernières années qui a attiré le plus de projets en Europe. Donc il y a eu un certain nombre effectivement de politiques qui ont été mises en place, mais on voit à quel point c'est très difficile de réindustrialiser parce que lorsqu'on pèse les résultats de manière extrêmement factuelle, on s'aperçoit que nous avons créé 100 000 emplois alors que nous avons perdu 2,2 millions d'emplois dans les dernières 40 années. Alors peut-être devons-nous faire plus, nous devons certainement faire plus. L'accent a été mis beaucoup sur les nouvelles filières, ce qu'il faut faire, les gigafactories, les batteries, les énergies renouvelables. Il faut aussi soutenir l'industrie classique, traditionnelle, parce que 2/3 des projets sont dans cette industrie-là et c'est finalement en élargissant, en agrandissant les usines existantes que l'on va créer de l'activité. Donc ça, c'est important, c'était un peu un angle mort de la politique gouvernementale. Il faut faire le choix de la compétitivité, c'est-à-dire que on parle beaucoup des aides aux entreprises aujourd'hui. Il serait plus simple de supprimer les aides finalement et d'avoir une trajectoire fiscale qui nous réaligne sur les autres pays européens. Je pense aux impôts de production. Il y a entre l'Allemagne et la France, il y a un différentiel de 7 points de valeur ajoutée lié à la différence des impôts de production. Donc on connaît ces mots-là. Et il faut véritablement un plan Marshall. Le gouvernement avait annoncé il y a quelques années que l'ambition en France était d'atteindre 15% du PIB, donc passer de 9 à 15 d'ici, je crois, 2030. On n'y arrivera pas. Et il faut revoir. Il faut être beaucoup plus incisif, beaucoup plus ambitieux. C'est d'autant plus difficile aujourd'hui que nous sommes dans une situation budgétaire très compliquée, et qui va demander des efforts de la part de tous, dans un pays très fragmenté dans lequel on a toujours l'impression que c'est aux voisins de faire des efforts et pas soi-même. Bon, est-ce qu'il y a du positif quand même dans tout ça quel est ton avis, toi, personnel sur tout ça? Est-ce qu'il va y avoir un déclencheur? Est-ce qu'on attend un plan Marshall, un sursaut? Qu'est-ce qu'il peut aussi y avoir de positif qui sort de tout ça finalement? Alors, quand on regarde, ce qui est positif pour moi, c'est d'abord le constat qui est partagé en Europe. L'Europe est un bateau très difficile à manœuvrer. C'est finalement l'addition de 27 agendas différents, 27 pays avec des priorités parfois dissonantes. Le rapport Draghi nous a permis l'année dernière d'avoir un constat sans appel. Qui est partagé par tout le monde.
partagé par tout le monde, très exhaustif, qui a d'ailleurs produit des résultats, puisque l'Europe a déjà décidé de simplifier la réglementation, notamment sur tout ce qui est lié à CSRD, CS3D, etc. Donc il y a eu une prise de conscience au niveau européen d'un certain nombre d'actions rapides qu'il fallait mettre en place. Il y a, je crois, tout dans ce rapport. La nécessité d'innover, la nécessité de créer de la productivité, la nécessité d'avoir une industrie décarbonée. Nous payons notre énergie plus cher. Nous ne sommes pas producteurs d'énergie fossile. Donc, la décarbonation, finalement, c'est notre point distinctif et c'est notre manière à nous de nous différencier et de créer en Europe un espace dans lequel nous pouvons jouer à parts égales si nous avons des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières efficaces, de jouer à parts égales par rapport à nos concurrents qui viennent d'autres continents. Donc là, il y a je crois, quelque chose d'absolument partagé, clair, exhaustif et qui peut constituer une feuille de route. Il faut véritablement que on se mobilise au niveau européen. Et c'est vrai que les dernières négociations, malheureusement, m'attristent un peu parce que on a l'impression que on fait un pas en avant, on en fait deux en arrière. On peut, lorsqu'on regarde la négociation sur les tarifs douaniers avec les États-Unis, avec le deal qu'il y a eu dernièrement, là, c'est ça? Oui, Ouais. on peut considérer que le verre est à moitié plein et que finalement, dans une Europe dont le logiciel est plutôt basé sur le libre-échange, le fait de limiter à 15% les tarifs douaniers alors qu'on venait de 30%, c'est plutôt pas mal pour ceux qui exportent et qui ont besoin d'exporter, on s'en tire bien, d'exporter ça, encore. Ouais. Mais je pense qu'il faut tout de même regretter un certain nombre d'éléments qui notent la faiblesse de l'Europe dans cette négociation. Le premier élément, c'est justement de ne pas avoir noté haut et fort cette nécessité de décarbonation et de s'être même engagé vis-à-vis des États-Unis à acheter 750 milliards de dollars d'hydrocarbures dans les Américains et notamment de gaz naturel liquéfié fait à base de gaz de schiste, donc très délétère pour l'environnement. C'est un engagement qui est complètement contradictoire par rapport à tout ce que Ursula von der Leyen nous dit depuis son premier mandat et les trajectoires du Green Deal qu'elle a elle-même portées. Donc c'est tout de même étonnant que l'Europe, très rapidement, et cette plasticité sur ses propres convictions et ce qui est censé être la feuille de route européenne jusqu'en 2050. Ça, c'est un premier point qui me dérange fortement. Le deuxième point, c'est cet engagement pour les entreprises européennes d'investissement de 600 milliards d'euros aux États-Unis. On aurait pu acter le fait qu'effectivement le monde se régionalise, qu'il est légitime pour les Américains de vouloir industrialiser, demander la même chose en contrepartie en disant dans cette régionalisation, il y a un accord bilatéral qui prévoit des investissements de part et d'autre. Ouais. Et puis le grand absent de la négociation, ce sont les services. Quand on regarde en 2023 les chiffres d'Eurostat sur le commerce extérieur de l'Europe, c'est effectivement un excédent de 157 milliards d'euros sur les biens, mais c'est un déficit de 109 milliards d'euros sur les services. Donc, quand on inclut les services informatiques, on est pratiquement au même niveau. Et si on devait maintenant inclure aussi les transferts d'argent liés aux entreprises américaines et européennes de part et d'autre de l'Atlantique qui effectivement rapatrient leurs bénéfices à la maison en fin d'exercice, on arriverait à quelque chose d'assez équilibré. Donc, je trouve ça dommageable que finalement l'entièreté des échanges n'ait pas été posée sur la table. Et je crois que cela souligne une chose, c'est que nous sommes finalement très dépendants des États-Unis, que nous n'avons pas tous les leviers. Je crois que Donald Trump a plutôt bien joué dans la négociation depuis des mois, en menaçant l'Europe de lui retirer le parapluie américain sur le plan militaire, sur clair, notamment la défense de l'Ukraine. Et je crois que cette ombre-là, l'ombre du conflit ukrainien et la nécessité d'avoir encore recours aux États-Unis pour nous protéger à l'avenir, a pesé dans les négociations. Nous sommes dépendants des Américains au niveau énergétique.
au niveau informatique et au niveau militaire. Et ce que ça souligne finalement, et c'est une des composantes essentielles, encore une fois, du rapport Draghi, j'y reviens, c'est que nous devons avoir des politiques qui, sur les 20 années qui viennent, ce sont des choses qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, nous permettent d'être plus souverains et d'éliminer un certain nombre de dépendances qui aujourd'hui nous empêchent véritablement de faire peser ce que nous sommes, c'est-à-dire un marché tout de même de 450 millions de consommateurs plutôt aisés, ce qui devrait nous aider à peser beaucoup plus sur ce type de négociation. Bon, il y a du pain, il y a du pain sur la planche, il y a du taf, c'est le moins qu'on puisse dire. Boris, j'aimerais bien poursuivre cet échange parce que c'est passionnant de t'écouter. On voit que tu as étudié le sujet, que tu connais aussi les chiffres et c'est très impressionnant. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Ça donne un peu de recul et ça nous permet aussi d'avoir cet angle-là. Chers amis, vous nous retrouvez bien entendu sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, etc. Pensez à vous abonner et éventuellement à me laisser un petit commentaire. Et à très vite. Merci Karim. Merci.